Bonjour, le sujet dont je voudrais vous parler aujourd'hui est le suivant. Est-ce que l'amour vrai est une illusion? Alors, il y a trois. C'est un sujet qui fait débat parce qu'il y a trois positions possibles sur la question. D'une part, il y a ceux qui disent non et qui prônent même, et qui font même un éloge de l'amour. Donc, parmi eux, il y a un philosophe contemporain qui s'appelle Alain Badiou, mais évidemment Platon aussi dans ses ouvrages. Et puis, donc, il y a à l'opposé ceux qui vous disent oui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, ils sont majoritaires. Alors, autrefois, c'était les sophistes qui s'opposaient justement à Platon, notamment Lysias, justement. On en parlera peut-être dans un livre qui s'appelle Le Phèdre. Et puis, donc, beaucoup de romanciers contemporains qu'on appellerait éventuellement sceptiques. Et enfin, il y a une position intermédiaire qui est celle qui nous dit, qu'on pourrait appeler relativiste, qui nous dit que eh bien, l'amour dure 3 ans. Et la thèse que je vais soutenir ici, c'est qu'en fait, l'amour vrai n'est pas une illusion, c'est quelque chose de possible. Et il ne faut pas confondre le possible et l'illusoire. On est souvent dans la confusion sur le sujet, mais c'est difficile. C'est quelque chose de difficile, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser, pour deux raisons essentielles que je développerai. D'une part, parce que il y a une conjoncture contemporaine, hein, donc il y a quelque chose de contemporain, la conjoncture c'est ce qui est contemporain. Il y a une conjoncture qui, en philosophie on appelle ça la contingence, donc il y a une contingence qui rend difficile la réalisation dans le temps et dans la durée de ce sentiment. Et puis, d'autre part, il y a des raisons qui sont intrinsèquement liées à l'amour lui-même en tant que tel, donc qu'on pourrait appeler des raisons éternelles, qui sont, je dirais, consubstantielles à ce sentiment. Et j'essaierai de monter donc dans une dernière partie, quel est le remède possible pour philosophique, j'entends, hein, pour essayer de contrer cette difficulté, c'est ce que j'appelle la distinction. Par opposé, justement, la distinction, c'est ce qui s'oppose à, justement, dans le mouvement que j'ai participé à créer avec d'autres, qui s'appelle Philosophie vivante, justement, on distingue, la distinction, c'est ce qui se distingue de la séparation d'un côté et d'autre part de la fusion ou de la confusion. Alors, je vais donc dans un premier temps évoquer les raisons contingentes, c'est-à-dire donc actuelles, qui rendent la réalisation dans le temps de ce sentiment. Et je préfère indiquer tout de suite que, évidemment, je vais surtout me concentrer sur ce qu'on appelle l'amour, dire intime, et entre plusieurs personnes, mais en tout cas entre c'est l'ordre de l'intime. On va voir que l'amour peut prendre plusieurs formes, évidemment, mais c'est surtout sur ce sentiment-là que je vais me pencher. Donc, les raisons conjoncturelles qui rendent la réalisation de ce sentiment difficile, il y en a 4. Il y en a une qui est générale, je dirais, et 3 autres qui sont liées à l'amour lui-même en tant que tel dans nos sociétés. La première raison générale, je le développerai dans d'autres occasions, c'est que nous assistons, selon moi aujourd'hui, à une peur de l'autre et à un repli sur soi, qui, à mon avis, vient essentiellement de l'élite au départ, et qui s'est propagé par un effet de mimétisme sur le peuple. Et évidemment, l'amour, c'est déjà, comme j'ai indiqué dans un livre que j'avais écrit sur le droit, c'est un sentiment qui ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas de droit, et le droit, c'est un espace pour l'un et pour l'autre. Donc, lorsque l'autre est synonyme de peur, et que l'un
est synonyme de l'ego, du repli sur soi, il est certain qu'il est difficile de réaliser un amour. Et on vit aujourd'hui une époque de ce type, qui s'explique pour plusieurs raisons que je ne vais pas développer ici, des raisons historiques, etc. etc. Il y a maintenant 3 autres raisons qui sont liées à l'amour lui-même, qui expliquent, je dirais, la difficulté à vivre ce sentiment. Ces éléments sont d'une part une confusion contemporaine entre amour et consommation sexuelle, ou les désirs, qui a été très bien développée, je crois, par une sociologue qui s'appelle Eva Illouz, dans un livre qui s'appelle La fin de l'amour. J'essaierai d'en dire quelques mots. Je ne suis pas d'accord, évidemment, avec toutes ces conclusions, mais elle nous offre vraiment un panorama très intéressant de notre société aujourd'hui. Ensuite, le deuxième élément qui rend l'amour, et notamment hétérosexuel, encore plus difficile, c'est l'égalité, la passion de l'égalité, que Tocqueville avait énoncé et qui, évidemment, a affecté considérablement les relations traditionnelles entre la femme et l'homme. Et troisième raison, une anomie sur le sujet. Alors l'anomie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une absence de règles communes, collectives. Aujourd'hui, finalement, toutes les formes de vrai, toutes les formes d'amour sont permises, et ce qui est plutôt condamné, c'est celui qui condamne. C'est celui qui juge l'autre. Donc, pour l'instant, moi, je ne juge pas cette situation. Je dis que c'est une réalité de notre époque, et qui, évidemment, rend difficile, je vais expliquer pourquoi, la réalisation de ce sentiment. Alors, première raison, donc, ici, j'ai indiqué, c'est la confusion entre sexe et amour. Eva Illouz, dans un texte qui s'appelle justement La fin de l'amour, montre très bien la confusion qui existe aujourd'hui sur le sujet, et confusion qui fait que, pour l'essentiel, aujourd'hui, on confond beaucoup l'amour avec donc la liberté sexuelle. Et nous avons des Occidentaux, alors ça s'est propagé, ça se propage de plus en plus dans le monde. Les Occidentaux donc ont lutté pour leur liberté sexuelle, et nous vivons aujourd'hui justement les effets pervers de cette situation, avec une exagération, je dirais, de la place du désir dans nos vies, qui fait que, eh bien, lorsque notamment deux individus se rencontrent, eh bien, ils ne savent plus vraiment si celui qui est en face d'eux est dans une relation amoureuse ou une relation, au contraire, purement sexuelle. Et cette confusion, d'ailleurs, elle n'est pas seulement, je dirais, par rapport à l'autre, elle est aussi à l'intérieur des individus. Illouz nous montre très bien que, en fait, les contemporains que nous sommes sont un peu partagés entre, d'un côté, une envie d'épanouissement personnel qui s'oppose, sous certains aspects, à l'amour, et en même temps une envie de rencontre et de réalisation avec un autre. Et nous sommes tout le temps dans une sorte de conflit intérieur sur le sujet, d'ailleurs alimenté, selon elle, par une société de consommation, et par un marché. L'amour est devenu une forme de marché, même, dit-elle, et évidemment qui rend la situation amoureuse difficile, parce qu'au départ, les individus ont du mal à se positionner, et puis aussi parce que, eh bien, elle nous montre très bien que finalement les ruptures, du fait de cette incertitude, de cette confusion, eh bien, se font finalement souvent pour un rien, souvent de manière brutale. Elle évoque notamment le phénomène du ghosting qui se répand, qui se développe, où on licencie quelque part l'autre par un simple mail, par un simple message. Ça s'est beaucoup fait d'ailleurs pendant le Covid, mais ça se développe. Et ensuite, on lui donne plus du tout de nouvelles. Donc c'est quelque chose qui se répand, qui est fréquent. Les divorces évidemment se multiplient, et tout ça crée beaucoup de dégâts d'abord
psychologiques chez les individus, beaucoup de blessures narcissiques, comme disent les psychanalystes, et non, ces blessures narcissiques s'accumulent chez les individus, ce qui fait que ça les rend de plus en plus, entre guillemets, cabossés, et quand deux êtres cabossés, qui plus est, eux-mêmes, je dirais, dans une confusion mentale sur ce qu'ils attendent de l'autre, eh bien, ça rend pas nécessairement, ça ne donne pas nécessairement une relation harmonieuse et stable. Et donc, il y a ici quelque chose qui rend, donc, une raison conjoncturelle qui rend l'amour difficile. Eva Illouz attribue cette évolution au libre-échange, je dirais, au concept de libre-échange. Alors, lui-même alimenté aussi, dit-elle, par des industries qui vivent, qui se nourrissent du célibat, notamment elle tape beaucoup entre guillemets sur le développement personnel, toutes les logiques de développement personnel, de psychologie, etc., qui ont finalement, selon elle, eh bien, intérêt au développement de cette situation. Alors, deuxième raison qui rend la réalisation d'un amour difficile aujourd'hui, c'est là aussi lié à la liberté, égalité. Les hommes et les femmes ont combattu pour une égalité mais évidemment, tous les sociologues là aussi le montrent. Premièrement, il y a toujours une inégalité de la répartition des tâches dans le ménage entre l'homme et la femme, et au contraire, la femme, aujourd'hui, elle souffre d'une part je dirais, de certaines discriminations, bien que ça soit, évidemment, selon la situation sociale, c'est pas la même chose, mais je dirais que la femme souffre d'une certaine manière d'une discrimination à l'intérieur de la vie de l'entreprise ou de la réalisation dans les organisations, au monde du travail, mais elle doit travailler et elle doit se comporter comme l'homme. Et donc elle a ce poids-là, ce qui fait que d'ailleurs beaucoup de sociologues nous disent de Saint-Gly, par exemple, nous dit qu'aujourd'hui, justement, beaucoup de femmes, aujourd'hui, maintenant, préfèrent ne plus vivre avec un homme, parce que, je dirais, le poids est trop lourd pour elles. Donc il y a un développement, et elles préfèrent finalement vivre avec l'enfant seul, un ou deux enfants. Ça leur enlève un poids. Donc, pour ce qui est de l'homme, aussi, quelque part, il est un peu perdu, il est un peu confus. Sur cette situation. Il est finalement attaqué en tant que père dans son rôle traditionnel. Il n'arrive plus à se positionner. Il se rend compte, comme le montre très bien un psychanalyste cette fois, je vous conseille son livre, qui est Marie-France Irigoyen, dans un livre qui s'appelle notamment Les Nouvelles Solitudes. Elle montre très bien que l'homme lui-même, il est perdu, il est perdu face à cette nouvelle donne des femmes. Il n'arrive pas à se positionner, ce qui fait que à l'égarement qu'on a indiqué tout à l'heure, s'en ajoute un autre qui ne rend pas la vie facile pour nos contemporains, pour leur permettre de réaliser une forme d'amour. Troisième raison conjoncturelle, l'anomie, toujours liée finalement à la liberté, et au déclin d'une philosophie commune, d'une morale commune, et cette montée de la liberté, aujourd'hui tout est admis. Si tout est admis, il n'y a plus de modèle. Et le problème, s'il n'y a plus de modèle, chaque couple doit construire son modèle de l'amour, ce qui rend encore plus la tâche difficile, surtout qu'il faut que, en plus, les deux partenaires aient des modèles qui s'accordent. Et donc, beaucoup de sociologues montrent ici, d'ailleurs, notamment, certains parlent de la fatigue d'être soi aujourd'hui. Il y a une fatigue profonde parce que on demande aux couples de construire leur modèle. Donc, ce qui est compliqué, surtout que, comme montre très bien ici sociologue, ça ne peut pas se réduire à un simple contrat. L'amour, c'est plus qu'un contrat. Alors justement, qu'est-ce que c'est l'amour ? Qu'est-ce que c'est l'amour ? Et qu'est-ce que l'amour vrai ? Justement, il y a quelque chose dans l'amour qui, en plus de ces quatre raisons
que j'ai indiqué, il y en a sans doute d'autres, que j'ai indiqué qui rendent l'amour difficile, il y a des raisons qui sont liées à l'amour lui-même, vrai, qui font que c'est un sentiment difficile à réaliser. Alors, ces raisons, cette fois, j'en ai identifié 4. Alors, 4 qui, d'une part, donc, sont liées donc à la nature de l'amour lui-même. Ce qui veut dire que ça nous amenait à essayer justement d'entrer dans cette nature de cet amour, ce que c'est l'amour. Alors, l'amour, et l'amour vrai en particulier, évidemment, donc l'amour, ça n'est pas que simplement donc la consommation d'un désir, on le voit bien. C'est, comme l'a très bien montré la philosophie, si on croit évidemment qu'il existe, mais si l'amour vrai existe, justement, ça n'est pas que du sexe. Alors, il y a un débat en philosophie sur le sujet, il y a effectivement des philosophes qui pensent que c'est du sexe, mais si ça n'est pas que du sexe, c'est la rencontre de deux âmes. Et c'est ce que montrent très bien justement les philosophes anciens, comme Platon ou Aristote, qui nous disent justement, pour cette raison, il y a la nécessité d'une connaissance de soi-même, et au sens qu'il faut s'aimer soi-même, si on veut aimer l'autre, et c'est déjà très difficile, ça, d'être dans ce travail de connaissance et de rencontre de l'autre, et aussi de l'acceptation, évidemment, de ces différences. Et de la connaissance aussi de ces différences. Donc ça suppose l'amour, c'est une acceptation de l'autre, mais pas une acceptation forcée, parce que s'il y a de la force, il n'y a pas d'amour, mais une acceptation, je dirais, consentie, en partant du cœur, et non pas de l'esprit, sinon c'est pas là aussi de l'amour, c'est de l'intérêt. Donc une acceptation du cœur, partant du cœur, de l'âme de l'autre. Et avec évidemment aussi un désir. Donc on pourrait dire ici que ce qui rend difficile l'amour, c'est que c'est une harmonie tête, cœur, corps, et qui n'est pas simple à réaliser. Deuxième raison qui rend, je dirais, la, la réalisation de l'amour vrai en tant que tel, c'est que, pardon, pardon, donc c'est que c'est difficile, on l'a vu, aujourd'hui, de donner une délimitation à l'amour vrai, mais de toute façon, d'une manière générale, c'est un sentiment difficile à délimiter. D'ailleurs, peut-être même, il est peut-être indélimitable. Alors, il y a qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que l'amour? C'est une question infinie. Il y a une proposition qui a été faite par Alain Badiou dans son livre Éloge de l'amour, où il nous propose de déterminer l'amour comme une lutte réussie contre la séparation. Hein, il démontre très bien dans son livre que finalement les livres, les textes sur l'amour s'intéressent surtout, par exemple, il parle de Marivaux, au théâtre, il parle beaucoup de théâtre, parle surtout de l'amour comme au moment de la rencontre, mais très peu dans la durée. Et pour lui, en fait, ce qui est vrai, c'est ce qui résiste à la durée, ce qui résiste à l'épreuve. Et il se situe dans une conception de l'amour et du vrai, qui est que le vrai ici, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Moi j'aime beaucoup cette proposition, mais je pense plutôt, comme je dirais, que l'amour, plutôt que de le penser comme par rapport à un contre, je pense plutôt par rapport à un pour. L'amour, donc, c'est plutôt ce qui est pour la distinction. La distinction, ça n'est ni la confusion, justement, l'amour-fusion, que dénoncent les psychologues et les psychanalystes, ni non plus la séparation, entendue comme on voit très bien, par exemple, dans le roman d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, où les deux amants vivent séparés du reste du monde. Donc l'amour, c'est une distinction, c'est quelqu'un d'abord que je distingue, parce que c'est lui, parce que c'est elle,
comme disait Montaigne, là-bas aussi, donc une forme d'amitié déjà. Mais c'est autre chose aussi, je le développerai tout à l'heure, mais c'est difficile justement en tant que tel de le délimiter. Il y a une troisième raison liée à l'amour qui explique le fait qu'il est difficile d'être dans l'amour, en plus donc de cette, cette, fait que cet amour donc suppose la connaissance d'une âme, suppose dans la durée le maintien de la distinction. Elle-même, la distinction n'est pas évidente à mettre en œuvre parce que elle est, je dirais, elle a affaire avec la limite et non pas avec la norme. Elle suppose l'amour est vivant, justement l'amour est vivant, donc il suppose un travail de tous les instants. Il suppose, on verra tout à l'heure justement, une distinction de tous les instants. Distinguer, c'est aussi voir, c'est aussi être conscient. Et donc ici, il y a cette difficulté-là, mais en plus, il y a une troisième raison qui a bien été mise en évidence par Aristote dans le livre 8 de l'Éthique à Nicomaque, qui est que tout le monde n'est pas capable, selon moi, d'un amour vrai. Je dirais que c'est un peu ce que disait Hannah Arendt sur la banalité du mal. C'est facile d'être injuste, c'est facile de mentir, c'est difficile d'être vrai, c'est difficile d'être non vrai, c'est difficile, le vrai suppose une sincérité, peut-être pas de tous les instants, mais une sincérité avec soi-même, avec l'autre, et qui n'est pas facile. Et Aristote nous dit que cela n'est possible qu'à ceux qui ont pris l'habitude qui ont fait une seconde nature de cette possibilité. Quand on a pris l'habitude de la facilité du rejet de l'autre, eh bien, on est dans cet élément-là. Surtout quand c'est alimenté, en plus, par un déclin, comme on l'a vu, général de, de, de ceux qui, nous, en principe, sont censés nous gouverner. Donc, Aristote distingue trois types d'amitié, mais on peut l'appliquer à l'amour. Donc, il y a donc ici, pour lui, l'amitié utile, l'amour intérêt. C'est celui en général qu'ont les jeunes, dit-il. Il y a l'amour asymétrique, qu'on pourrait identifier comme la relation qui existe entre l'élève et le professeur, où il y a une sorte de transmission, où le père, le parent et l'enfant, et il y a l'amour vrai, justement, le vrai qui suppose une égalité, justement, une égalité, mais une égalité au sens, non pas qui gomme les différences, mais une égalité de vision, de situation entre les deux amants, et en même temps aussi une conscience du tout, nous dit-il, pour que cet amour puisse s'opérer. Donc, c'est ici cette fameuse filia, filia, donc qui est le lien, ici, cette connaissance, ce sens de la filia, ce sens de la koinonia, dit Aristote, ce sens d'un tout. Alors, il n'est pas très précis sur ce qu'il nous dit, mais là, il faut avoir une conscience d'un tout pour être dans l'amour, donc que nous sommes reliés. Et tout le monde n'a pas cette conscience. Et quand on n'a pas cette conscience, on n'a pas la conscience de l'autre, on n'a pas non plus la conscience de ce qui nous relie aux autres. Et à ce moment-là, eh bien, lorsque l'on fait mal, lorsque l'on blesse, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Mais on sort de l'amour à ce moment-là. Et alors, justement, certains, est-ce que l'amour, est-ce que l'amour c'est la paix ou l'amour c'est parfois la guerre? Donc ici, Aristote nous dit, et je suis
son avis sur ce point. L'amour, c'est justement la distinction de ce qui permet à chaque fois de maintenir le lien, de le conserver, et parfois, pour le maintenir, l'enseignant le sait bien parfois pour maintenir ce lien, eh bien, il est nécessaire de quelques rappels à l'ordre. Et donc, peut-être pas la guerre, peut-être pas de passer jusqu'à la guerre, mais en tout cas, au moins, d'un certain rappel à l'ordre. Donc, et ça, c'est pas évident non plus d'être juste dans ce rappel à l'ordre parfois. On a souvent tendance à être partial par contre, et ce qui rend encore plus difficile l'amour en tant que tel, parce que c'est difficile justement d'aimer sans être dans la justesse et le droit, et ce qui est juste, et parce qu'on a toujours tendance à un peu avoir les choses de son point de vue, et rarement du côté de l'autre. Et donc, ici, c'est une troisième raison qui fait que l'amour est difficile. Et enfin, le dernier point que je dirais qui rend l'amour difficile, c'est justement ce qui est à l'origine de la confusion d'aujourd'hui, c'est que l'amour, ce n'est pas le désir, mais ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pensait, on a voulu nous faire croire pendant longtemps, c'est pas non plus un sentiment qu'il faut couper du désir. Il y a dans l'amour intime une union de corps aussi, ce que montre très bien par exemple Cantique des Cantiques, c'est aussi un livre où l'amour sexuel entre les individus est présent. Et faire l'amour, en français, ça dit bien ce que ça veut dire. Et donc, il y a quelque part dans l'amour un désir pour l'autre. Et évidemment, dans cette part de désir qu'il y a pour l'autre, c'est là qu'est tout le danger. Parce que désirer l'autre, c'est parfois justement avoir tendance à vouloir se fondre en lui, d'où l'amour-fusion, d'où le danger. C'est parfois, comme le montre très bien Proust, c'est parfois tomber dans la jalousie, c'est parfois tomber aussi dans l'envie de le couper des autres, de le vouloir qu'à soi, d'en faire un objet de désir, justement. Mais surtout, c'est aussi l'amour, comme le montrent très bien certains penseurs, notamment Bergson, le fait que ce désir a tendance à se propager sur tout notre esprit. Ce qui fait que quand on aime quelqu'un, eh bien, on voit la vie en rose, comme dit la chanson. C'est-à-dire que ce désir colore tout ce que l'autre fait. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que l'amour rend aveugle. Il y a une part justement d'illusion dans l'amour. Et pourquoi? Parce que aimer, c'est aussi préférer, justement. C'est aussi avoir distingué quelqu'un. C'est justement là tout le risque. Tout le risque de l'amour, parce que évidemment, l'illusion, qu'est-ce que c'est? L'illusion, c'est le fait de prendre ses désirs pour la réalité. Or, comme on l'a vu, il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de connaissance de ce qui est vrai. Il ne peut pas y avoir d'amour vrai s'il n'y a pas de connaissance de ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu insister sur le fait de l'amour vrai. Pas l'amour en tant que tel, mais c'est l'amour vrai. L'amour vrai, c'est le seul qui nous intéresse ici, suppose connaissance de ce qui est vrai. Et c'est très difficile, justement, il y a une sorte de problématique, il y a une tension ici à l'intérieur de l'amour, parce que, eh bien, on a tendance justement à ne pas voir ce qui est vrai quand on aime. Et c'est là qu'à un moment, eh bien, on se casse la figure. Parce qu'on peut tomber de très haut. On peut tomber de très haut lorsque on découvre quelque chose chez l'autre qu'on s'était caché, ou qu'on découvre quelque chose en soi qu'on s'était caché. Et là, à ce moment-là, on peut tomber de très très haut, et ce qui explique souvent que, donc, justement, vient la rupture assez facilement.
Donc voilà ici et puis le désir peut s'éteindre aussi d'ailleurs aussi, donc ça c'est aussi un élément, et donc qui peut affecter l'amour. Et donc voilà ici les raisons qui sont liées à l'amour lui-même, à l'amour vrai lui-même, qui le rendent difficile. Alors dernier point, donc justement, comment ici eh bien essayer de le réaliser malgré tout, malgré sa difficulté, et éviter justement qu'il se transforme en illusion, parce qu'il peut à tout moment se transformer en illusion, eh bien, il faut, à mon avis, opter pour cette proposition de l'amour qui est que l'amour, donc, c'est une lutte continuelle pour la distinction. Mais qu'est-ce que c'est la distinction, hein, justement? La distinction, encore une fois, c'est le contraire c'est l'opposé, c'est un milieu, je dirais, entre la séparation et la confusion. D'ailleurs, l'idéalisation, l'illusion, c'est souvent une confusion, justement. Donc, pour qu'il y ait amour, il faut sortir de cette confusion et entrer dans la distinction. Alors, des distinctions, il y en a plusieurs. J'en ai au moins identifié 6. Je vais aller rapidement les exposer. Donc, déjà, la première ici, dont j'ai déjà un peu parlé, qui est la distinction entre être capable, quand on rencontre l'autre, de bien se dire, de bien se demander si on n'est que dans le désir ou on est vraiment dans l'amour. Et ici, bien comprendre les limites qui existent entre l'un et l'autre. Le désir, l'amour fait partie du désir, mais le désir, ce n'est pas nécessairement de l'amour. Donc, il y a ici une relation asymétrique entre les deux. Si j'aime, je désire, mais si je désire, je n'aime pas nécessairement. On peut évidemment, en français, il y a des confusions justement toujours possibles entre les deux. Si je dis par exemple j'aime le chocolat, bah forcément c'est que je le désire aussi continuellement. Mais l'amour, c'est quelque chose évidemment qui implique respect, qui implique douceur, qui implique tendresse, qui implique connaissance, qui implique compréhension, qui implique, surtout s'il est vrai, juste, s'il est vrai, une résistance à différentes épreuves, et il n'y a rien de tout ça si dans notre désir, dans le désir qu'on peut ressentir purement sexuel pour une personne. Donc, est-ce qu'on peut distinguer avant d'entrer en relation avec quelqu'un si on va être, on est prêt et on pourra s'engager dans tout ce bien qu'on veut pour lui, et si de l'autre côté c'est réciproque. Certains disent justement que l'amour toxique est une forme d'amour. Pour moi, non. Pour moi, un amour masochiste n'est pas de l'amour. C'est de la haine envers soi et de la haine envers l'autre. C'est le contraire de l'amour. Alors, je sais bien qu'on nous dit aujourd'hui que c'est de l'amour, mais je vois pas où il y a de l'amour là-dedans. Encore une fois, on peut parfois rappeler à l'ordre quelqu'un qu'on aime, mais parce qu'on l'aime. Mais l'amour toxique, c'est pas ça. L'amour toxique, j'ai beaucoup développé dans mon dernier livre sur le pervers narcissique. Dans l'amour toxique, il y a pas d'amour, hein, justement. Donc c'est pas de l'amour. Donc ici, il faut être bien capable de distinguer l'amour du désir. Deuxième distinction ici, est-ce qu'on est bien sûr que c'est vrai? Et là, ça suppose évidemment une vérité avec soi-même, mais une vérité qui part ici, comme je l'ai dit, de la tête, du cœur et du corps, et qui les harmonise tous les trois. Je dirais, est-ce qu'on est bien aligné là-dessus? Et là, on est dans une société qui a mis beaucoup l'accent sur, notamment depuis Descartes, sur un vrai essentiellement intellectuel, je pense donc je suis,
Aujourd'hui, on a tendance, notamment sous l'effet du développement personnel, à vouloir exclure ce qu'on appelle le mental de la relation à l'autre. Je crois qu'il y a plusieurs, comme le montre très bien d'ailleurs certains inspirateurs du développement personnel, par exemple comme quelqu'un qui s'appelle Satrem, on a plusieurs centres de conscience en nous, et c'est ce qui unit ces différents centres de conscience, la tête, le cœur, le corps, qui nous permet de déterminer ce qui est vrai. Et évidemment, ce vrai, il est vrai pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs spécialistes, conseillers matrimoniaux aujourd'hui, qui parlent par exemple du langage de l'amour. Pour certaines personnes, effectivement, l'amour se manifeste par des cadeaux qu'on fait, par des mots gentils, attendrissants, par des moments passés ensemble, etc. Donc, il y a ici la nécessité déjà de savoir qu'est-ce que c'est pour nous notre langage de l'amour, et accepter celui de l'autre, et le connaître. Et justement, ce vrai, il faut le distinguer pour soi, mais il faut aussi le distinguer vis-à-vis de l'autre. Troisième distinction à opérer, justement, précisément, quelles sont les limites de l'autre, hein. Aimer l'autre, c'est pas l'adorer, c'est pas l'idolâtrer, c'est le distinguer. C'est l'avoir distingué, c'est-à-dire, alors justement, Freud, dans Le malaise dans la civilisation, nous dit c'est le préféré. Alors, moi je dirais pas tout à fait ça, je dirais c'est de l'avoir distingué d'autres, c'est-à-dire que considérer qu'il a quelque chose de plus que les autres n'ont pas, et c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est elle. Et évidemment, donc il y a quelque chose de très personnel, là, ici, dans cette distinction du vrai, qui nous oblige justement à ce travail sur soi, mais ce n'est pas parce que c'est personnel que ça reste faux. J'ai tendance, moi, à penser que en fait, l'amour vrai, finalement, c'est comme un diamant. Hein. Il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de faux, le vrai est rare, mais le vrai a plein de facettes. Et on voit tous chacun une facette de ce vrai. Et l'amour vrai en tant que tel, évidemment, c'est l'ensemble de ces différentes facettes. Et il y a un amour vrai quand les deux peuvent réaliser dans la relation ce qu'ils estiment être vrai, et que sans se forcer. Je dirais qu'il y aurait quelque chose de ça. Alors, justement, pour tout ça, ça suppose évidemment un dialogue, c'est la quatrième distinction, et un dialogue vrai, continuel entre les amants. Et donc il faut être capable de distinguer d'abord chez l'autre, justement, qui dit dialogue dit logos, c'est-à-dire sa pensée, son langage, et aussi être capable de savoir ce que c'est un langage vrai, un dialogue vrai avec l'autre. Donc il faut être dans un dialogue vrai avec l'autre, être capable de distinguer justement du bavardage, on est souvent trop dans le bavardage. Enfin, dernier point, autre distinction nécessaire pour qu'il y ait de l'amour, il faut être capable justement de distinguer les différentes formes d'amour. Justement, pour moi, il y en a 4. Il y a l'amour sur lequel j'ai essentiellement parlé aujourd'hui, c'est l'amour intimité, donc entre deux ou plusieurs personnes, éventuellement, pourquoi pas le polyamour. Donc, l'amour amitié, l'amour donc filial et l'amour universel, je dirais. On a souvent trop confondu les 4. Et dans l'esprit des individus, souvent tout ça se confond. Donc il ne faut pas être dans la confusion. Ils sont chacun une place attribuée, et ils ne sont pas identiques, mais ils ne sont pas séparés. Ils ont du lien, et être dans un amour intimité. Je crois que être dans un amour intimité avec l'autre, ça n'est pas nécessairement exclure
faut pas l'exclure des autres formes. D'ailleurs, par exemple, justement, évidemment, l'amour en intimité, c'est pas l'amour filial, c'est pas le même, mais il est certain que la manière dont on a été aimé par ses parents va conditionner forcément la manière dont on va aimer l'autre. Et il y a une sorte euh, de travail à faire sur le sujet qui me paraît important. Voilà, donc en conclusion, évidemment, encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet passionnant. Je répondrai donc qu'aujourd'hui, donc il y a au moins trois positions sur la question de l'amour. Souvent, ces positions, sans mauvais jeu de mots, sont irréductibles. Il n'y a pas tellement d'espace de dialogue aujourd'hui, et c'est bien le problème, entre ces différentes formes. Chacun est dans son coin pour la défendre. Je crois qu'il faut plutôt essayer de la mettre en dialogue. Et lorsqu'on les met en dialogue, ben, on se rend compte qu'il ne faut pas être naïf sur le sujet, mais il ne faut pas non plus tomber dans le scepticisme. L'amour vrai est du côté du bien, et du côté du vrai, et du côté du juste. Et comme on le sait, et comme a très bien montré Hannah Arendt, ce qui est commun, eh ben, c'est le non-amour. Et pourquoi le non-amour est commun? Pourquoi c'est le mal? Eh bien parce que c'est plus facile d'être dans le mal, c'est plus facile de démolir que de construire. Et donc, il y a l'amour est difficile parce que d'une manière générale, l'amour appartient au bien, au vrai, au juste, et eh bien, c'est plus difficile de le réaliser que son contraire. Et il y a plusieurs éléments dans notre société aujourd'hui qui font que cette difficulté est d'autant plus grande à réaliser, d'où les souffrances autour de l'amour. Mais il y a aussi quelque chose, comme j'ai essayé de le montrer, à l'intérieur même de ce sentiment qui le rend de nature qui le rend de nature de temps en temps assez facilement à se transformer en illusion. Hein, c'est le fameux, la fameuse définition qu'a Stendhal de l'amour, hein, c'est-à-dire ici, eh bien quand il nous dit finalement justement cette branche qui a été dans l'eau et puis qui ressemble à un diamant. Donc on peut prendre souvent, comme on dit vulgairement, les vessies pour des lanternes. On peut prendre pour un diamant ce qui ne l'est pas. C'est facile, mais il y a des vrais diamants. Ça existe. Il y a des personnes qui s'aiment, qui se sont vraiment aimées, et l'amour qui se sont portés l'un à l'autre, les uns aux autres, prouve que l'amour vrai existe, mais il est rare. Voilà, merci beaucoup.